on va demander tout de suite à Elisabeth Catex de venir nous faire sa présentation sur l'utilisation de la CAA dans l'expression du choix. Elisabeth Catex, je ne sais pas s'il faut la présenter, je crois que tout le monde la connaît. Un peu trop, dit-elle. Ergothérapeute de formation. Alors, il y a marqué membre actif de Isaac, francophone, hyper actif, moi je dirais, depuis plus de 30 ans, consultante et formatrice en CAA. Son livre Communiquer autrement, il est aussi connu de nous tous. Mais travailler sur la communication alternative améliorée, c'est le préalable indispensable, on n'arrête pas de le dire depuis ce matin. On est dans la relation plus que dans l'utilisation des outils, mais ça, je ne vais pas déflorer la présentation. Merci Catherine, merci Marie-Christine, merci à tout le comité de m'inviter. Certains qui m'ont déjà entendu, je crains, et j'ai prévenu que j'allais répéter des choses que les gens ont déjà vues. En revanche, je suis très embêtée par la présentation de Geneviève parce que je vais parler de répétition. Si ça se peut, j'ai tout faux, donc. Voilà. Voilà. C'est vrai que c'est... Où est-ce que je vais, là? Je vais comme ça? Oui. Voilà, donc je repartirai effectivement de la définition, des questions qui sont posées. L'autodétermination, si petite soit-elle, existe-t-elle vraiment? Comment la repérer, faire émerger les potentialités? Comment développer ses capacités? Et comment en tenir compte dans la vie quotidienne? C'est ça dont il va être question effectivement dans mon topo. Alors, comment je fais pour faire avancer? Là, je fais le rouge. Il y a des flèches. Ah oui, il y a des flèches. Je n'avais pas vu. Donc effectivement, j'ai été membre longtemps d'Isaac, je ne le suis plus, mais en tous les cas, je voulais vous informer que d'une part, on a fait des journées le 24 mars qui ont été très très intéressantes et avec lesquelles on va produire on espère un livre blanc de témoignages de personnes en situation de handicap qui ont participé. C'était un système d'atelier. Et puis que ceux qui vont se promener au Mexique cet été ne manquent pas une conférence internationale à Cancun, au Mexique. Et je dois dire que c'est dans les conférences internationales que je me suis formée moi-même en communication alternative. Voilà, sinon ça a été cité, mon bouquin en haut à gauche, mais d'autres livres qui sont des livres de référence, La personne polyhandicapée dans lequel je suis intervenue, celle concernant l'IMC, et puis les cahiers pédagogiques de la CNSA, que vous avez dans vos dossiers et qui comprennent effectivement un petit livret sur la communication des personnes polyhandicapées et pour laquelle, si vous ouvrez vos petits livrets sur la page de gauche, vous avez ces jolis petits schémas que j'aime beaucoup et qu'effectivement on a fait avec Karine Malapert du CESAP, je crois, du CESAP. Oui, du CESAP, affirmation. On a fait ensemble, effectivement, pour illustrer ce qui est important dans la croissance, dans la poussée vers la communication d'une personne en grande difficulté, où évidemment nous avons besoin et on en a parlé, de mettre en place effectivement des stimulations, des sollicitations, des tours de rôle, de l'attention conjointe pour qu'il puisse se passer quelque chose, mais que pour les personnes en situation de polyhandicap, évidemment que les opportunités, et Geneviève en a parlé, mais d'autres gens en ont parlé ce matin, que des opportunités soient proposées avec des outils que je ne vais, rassurez-vous pas, tous lister, mais en tous les cas, dans ces outils, nous allons parler effectivement de pictogrammes, de signes, et nous allons parler d'amour. Fabrice Gzil en a parlé ce matin. Et puis, de cahier de vie, il avait dit la capacité de pouvoir être ne se passe pas d'amour. Et puis, l'autodétermination ne peut pas être détachée de la conscience de soi. Et donc, je vais aussi évoquer rapidement le cahier de vie. Mais enfin, en tous les cas, cette référence à cette illustration est quand même une référence qui nous interpelle. Je pense que le grand à travailler, plus que les outils, c'est les opportunités qui des fois font malheureusement appel à des barrières extrinsèques qui sont parfois plus difficiles à gérer que les barrières intrinsèques de la personne. Voilà, quelles opportunités, quel temps, quelle structure, quel cadre donne-t-on
pour effectivement faire croître ce joli petit arbre qui devrait nous amener vers un peu d'autodétermination. Voilà, les opportunités. Je ne me rappelais plus que j'avais fait un joli truc comme ça. Voilà, j'ai regardé aussi ce que faisait l'UNAPI là-dessus, et donc leur vidéo est très intéressante. Elle ne concerne pas vraiment les personnes justement en situation de polyhandicap, à mon avis, de polyhandicap, parce qu'il s'agit réellement de choix de vie, choisir entre le foyer, vivre chez soi, etc. Enfin, remarquez, je dis peut-être une grosse bêtise en disant ça, hein. Mais enfin, en tous les cas, on voit quand même que la vidéo s'adresse à des personnes qui sont en capacité de s'exprimer, qui sont en capacité de parler pour eux-mêmes, et nous sommes bien, nous, devant ces difficultés portées par un public en situation de polyhandicap. Et donc, on doit effectivement on doit travailler sur, effectivement, enfin, se concentrer sur, effectivement, cette possibilité de pouvoir exprimer, voilà, c'est ça, c'est avec ça, exprimer, dire quelque chose, éventuellement choisir quelque chose, contrôler des petites choses de sa vie quotidienne, sans influence extérieure néfaste, indue. Voilà. Donc c'est ce que j'ai retenu de leur vidéo, mais je vous invite quand même à aller la voir, elle est très intéressante cette vidéo. Donc créer les opportunités, créer les occasions de choix, créer les opportunités pour que la personne puisse être en situation de choix. C'est déjà, c'est tout simplement prendre des risques. Donc prenons des risques mesurés si on veut le travailler, hein. Évidemment développer des compétences, on a parlé de l'apprentissage, et puis donner des occasions de contrôle et donner effectivement des occasions d'exprimer ses préférences. J'ai trouvé qu'en ce sens-là, l'abord par les odeurs était vraiment très, très chouette et tellement pas cherché, enfin voilà, tellement pas... voilà. Bon, je ne redonnerai pas une définition de la communication, mais c'est évidemment redire que la communication ne passe pas que par l'oral, c'est une interaction entre la langue, le geste, les mimiques, les situations corporelles, et qu'on communique avec tout le monde, tout le temps, voilà, même dans cette situation-là, voilà, en communication non verbale, hein, ceux qui ne voient pas, c'est Angela Merkel avec Trump, voilà, et puis on communique aussi de manière symbolique, effectivement, en utilisant soit le langage oral, soit le langage écrit, soit des pictogrammes, soit des signes. J'en profite pour dire, j'ai rajouté ça au dernier moment dans mon topo, les pictogrammes pour les Jeux Olympiques de 2024 sont ahurissants de non-compréhension, de non-limpidité, si vous voulez vous perdre au JO, allez regarder les pictogrammes, c'est magnifique. C'est des trucs faits par des designers qui ne disent rien quand on ne connaît pas le truc. Voilà, je voulais le dire au passage, parce que vraiment, il y a des gens qui s'y penchent, qui sont payés pour ça et qui font n'importe quoi. C'est vrai, ça. Hein. Voilà, mais enfin, la communication ne va pas toujours de soi. On en a parlé depuis le début, la communication ne va pas toujours de soi, donc l'autodétermination est toujours à remettre en question sur le tapis et se poser cette question-là. À cause des problèmes de communication. Donc je rappellerai qu'on apprend à communiquer dans l'expérience et dans le dialogue, et qu'avant tout on apprend dans les interactions. Donc il a été question d'interactionnisme ce matin, des interactions, et bien sûr que ces interactions dont certaines sont très archaïques, je parlerai du bébé, hein, se passent de manière complètement corporelle, même s'il y a du verbal de la part du partenaire, puis on introduit du verbal dans les activités et on recueille de plus en plus d'oral, on va dire, plus que du verbal, et on finit par apprendre des formes de discours et enfin la structure de la langue. Je veux dire, il y a vraiment une évolution là-dedans, mais on apprend à communiquer dès le début dans les dialogues de base, et le sens et la compréhension ne viennent que dans l'usage. Il y a quelqu'un aussi qui a dit ce matin que sans relation orale, sans relation, une personne ne survit pas. Voilà, donc ce bain de langage, il est fait de multimodalités, hein, de bruits, de sons, de mots, de gestes, mais la personne en question, le bébé en question, oh là là, moi c'est compliqué hein, ce truc-là pour moi. Le bébé en question ne comprend pas encore tout ce qui se passe, évidemment que non,
mais en tous les cas, il a des préférences. Et qu'est-ce qu'il exprime, le bébé, de manière complètement primaire à l'origine? Il exprime au moins « j'aime, j'aime pas ». C'est pour ça que j'ai dit qu'on allait parler d'amour. Parce qu'effectivement, il ne sait pas dire oui, non. Il ne sait pas dire je préfère le savon au citron du savon à la fraise, je préfère, mais en revanche, il peut dire j'aime pas cette compote de pommes, vous en avez reçu dans la figure, je n'aime pas cette situation-là, il se met en crispation, etc. Il peut dire je n'aime pas. C'est pour ça que je vais démarrer sur j'aime, j'aime pas. Avec un peu de répétition, je dois dire, malgré tout. Voilà, en tous les cas, en partant de se dire la communication n'est pas un enseignement. Ah, ça c'est pas de ma faute. La communication n'est pas un enseignement, mais c'est bien un usage qui fait qu'on entre dans la communication, un usage par des partenaires bienveillants qui montrent du langage, qui montrent la langue, qui montrent des comportements, qui montrent, et le bébé neurotypique s'en saisit. Donc la question, c'est effectivement quel modèle de langage proposer à des personnes qui ne parlent pas, qui ne vont pas parler, qui n'ont jamais acquis le langage et pour lequel on ne va pas continuer à essayer de leur faire articuler des mots. C'est bien la communication alternative. Et donc donner un modèle de langue, c'est vraiment le donner dans la vraie vie, avec des vrais objectifs de communication, dans des moments importants, avec des choses motivantes, où la personne, effectivement, s'il y a de la modélisation, oh là 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 là, moi je suis nulle là-dedans, excusez-moi, mais franchement, voilà, c'est ça qu'il faut que j'utilise, voilà. Qu'une personne à qui on montre des choses peut peut-être se dire « Ah, mais oui, je peux dire ce truc-là pour dire cette situation-là. Je peux montrer cette image ou je peux faire ce signe-là pour dire cette situation-là, pour refaire cette situation-là. » Voilà, un petit rappel aussi qui vient d'Isaac International, Jane Corsten, qui dit effectivement, qui rappelle qu'un enfant de 18 mois, il aura été exposé 4380 heures de langage oral avant de se mettre à parler, alors que si un enfant était exposé à son système de communication dès la naissance 2 fois par semaine, il lui faudrait 84 ans pour avoir la même exposition. Donc, de deux choses l'une, soit on ne fait rien, parce qu'il n'y a rien à faire, on est foutu, on n'aura pas cette exposition et il sera trop tard, mais soit en tous les cas, l'idée c'est de se dire, si on s'y met, il faut s'y mettre tous ensemble, à tous les moments de la journée, la famille, les professionnels, les proches, les aidants, du matin au soir, pour avoir une exposition maximale à de la communication. Et qu'en gros, si on leur donne à voir, parce qu'on fait des exercices sur les animaux sauvages, sur la cuisine ou sur le jardin, si on ne leur montre que ces images-là, ben, eux, ils ne montreront éventuellement que ces images-là, mais ça n'a aucun intérêt dans la vie quotidienne de savoir parler d'éléphants, de savoir parler de batteur à œufs ou de roses. Ce n'est pas le vocabulaire principal qu'on a envie d'entendre et qu'on voudrait sur lequel ils arrivent à dire ce qu'ils peuvent. Donc j'en reviens à mon amour. Je pense que la première chose qu'un bébé exprime, c'est j'aime ou j'aime pas. Et donc, par rapport à ça, c'est pour ça que je reviens à répétition. J'ai entendu ça à un colloque du GPF de la part de Véronique Leroy-Malherbe. Les piliers de l'apprentissage, la répétition, la synchronie, la ritualisation et la fréquence des choses qu'on enseigne. C'est pour ça que je vais quand même vous parler de fréquence et de répétition, en vous disant effectivement combien de fois un enfant de 1 an neurotypique a entendu le mot « encore » pour arriver à dire « encore ». Il ne le dit pas encore bien, mais il a pigé que c'est « encore ». Et il fait la mimique pour dire « encore ». Il le dit à 15, 18 mois, 20 mois, 24 mois, il le dit en tous les cas en signe, éventuellement bien avant de savoir parler. Donc j'ai envie de vous dire, essayons de donner un signe pour « j'aime ». J'en reparlerai après, mais il y a une chose que je n'ai jamais osé écrire, mais que je vais oser dire ici. Je pense que j'aime, j'aime pas, représenter, c'est beaucoup plus facile que oui et non. Or, on a souvent dit, oui et non, c'est le sésame. Ben non, on en est loin, parce que oui et non, c'est très complexe à dire. Enfin, je vais en reparler après.
Voilà, et les occasions qui sont fréquentes sont peut-être le moment du repas, mais sont d'autres moments. Dans un repas, on ne parle pas forcément des brocolis et des haricots, mais on dit « est-ce que c'est bon ça? Est-ce que tu aimes? T'en veux encore? Non, ça suffit. C'est pas bon. » Voilà ce qu'on dit pendant un repas, surtout quand on donne à manger à quelqu'un. Et puis bien sûr, on peut parler des haricots, mais en général, comme ils sont devant, on dit « ça ». On n'a pas forcément besoin du mot, en l'occurrence. Donc, profitons de ces moments fréquents, justement, pour présenter des pictogrammes qui, pour certains, sont très complexes, comme le « encore » ou comme « c'est fini ». Mais en tous les cas, si ces pictogrammes sont présentés de manière fréquente, on met en place la possibilité que la personne apprenne. Et en tous les cas, pour « j'aime » et « j'aime pas », je me suis toujours dit que le « j'aime », même si c'est éminemment symbolique, un cœur rouge, tout le monde a vu un cœur. Je, cœur, Paris, je, cœur, GPF, les t-shirts comme ça, là. Voilà, il faudrait que tu fasses un t-shirt comme ça. Je veux dire, voilà, tout le monde a déjà vu des cœurs. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est plus facile là-dedans que d'autres manières de représenter « je suis content » ou « je ne suis pas content ». Enfin, en tous les cas, un set de table qui serait fait comme ça, peut-être une fiche de dialogue qui, présentée à la personne régulièrement 3 ou 4 fois par jour, je ne sais pas ce qu'en dit Geneviève, 3 ou 4 fois par jour, mais montrer à la personne par le partenaire, dire « je pense que tu aimes ça, tu te lâches les babines, tu aimes ». Voilà, je pense que tu aimes. Je pense que c'est fondamental. Et de même, on peut créer des fiches de dialogue avec des photos. Là, c'est une fiche de dialogue qui a été créée en Haute-Saône, au Bel-Aubépin. Effectivement, de démarrer avant une séance de Snooze-Hélène et de montrer des photos pour voir les réactions, pour essayer d'anticiper ce qui va se faire, avec d'autres outils, bien sûr. Mais si on n'a pas « j'aime, j'aime pas », eh ben, c'est dommage. Alors que si, effectivement, on peut rajouter « est-ce que tu aimes, est-ce que tu n'aimes pas », peut-être donner le choix, lui montrer. S'il fait des signes évidents, comme nous a montré Geneviève en voyant la colonne à bulles, « ah, tu aimes », et lui montrer comment dire « j'aime ». Le cahier de vie, Dieu sait si c'est important aussi, ça, ceux qui me connaissent, ils savent que je suis une grosse militante sur le cahier de vie. Je pense que l'autodétermination ne peut pas se passer de la conscience de soi et qu'effectivement, proposer des cahiers de vie à toutes les personnes qui ne s'expriment pas oralement et qui ne sont pas autonomes avec un système de communication, donc je parle en particulier des personnes avec polyhandicap, qu'elles soient enfants ou adultes, c'est quelque chose d'extrêmement important à la fois au niveau de la communication, mais c'est important de manière existentielle, de manière identitaire, parce que ce sont des personnes dont on peut se poser la question, effectivement, comment se pensent-ils eux-mêmes, comment se voient-ils eux-mêmes, eux qui ont du mal à parler, qui ne parlent pas pour eux-mêmes, mais justement se raconter des événements de leur vie, se voir pointer en situation dans certains événements de la vie, réveille en eux leur trace psychique, leur mémoire qui n'est probablement pas une mémoire portée par le verbe au sens oral du terme, ni même probablement par des suites de pictogrammes, puisqu'ils nous montrent qu'ils ont des difficultés à utiliser ces systèmes de pictogrammes ou de signes. Parce qu'on sait par exemple que les sourds, ils se parlent en signes dans leur tête. Donc comment ils se parlent à eux-mêmes, c'est ce problème du dialogue intérieur, c'est quelque chose d'identitairement extrêmement important pour la conscience de soi et donc pour l'autodétermination. Et donc, je pense que le cahier de vie est un outil pour l'autodétermination, si tant est qu'on ouvre ce cahier de vie régulièrement. Il ne s'agit pas de le faire simplement, mais de l'ouvrir, ce cahier de vie, régulièrement dans la vie, de manière répétée, excusez-moi Geneviève, répétée encore une fois, et lui dire « Ah, tu as l'air content là-dessus, tu as aimé cette situation-là quand tu as eu la galette des rois sur la tête, ou alors tu adores la balancelle de la salle d'activité, enfin que sais-je. Je pense que tu aimes ». Leur indiquer comment on dit « j'aime ». Et donc, ce que j'ai envie de proposer aussi aux établissements, c'est systématiquement que si les professionnels avaient dans leur poche ou dans un petit porte-clés au moins le « j'aime, j'aime pas ». Et après les activités, de manière presque rituelle, alors peut-être pas trop, il ne faut pas en faire trop, c'est ce que j'ai retenu,
mais en tous les cas systématiquement, en fonction de ce qu'on a vu de la réaction des personnes dans la piscine, à l'équitation, dans la toilette, au repas, je pense que tu as aimé, ou oh là là, t'as pas l'air content, t'as pas aimé cette situation, en leur montrant à chaque fois. On a fait des sorties, on a fait une sortie à la mer, on a été voir un truc de judo, on a été à Paris, on a été voir la Tour Eiffel. Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu n'as pas aimé? C'est l'occasion. Ce sont ces opportunités-là qui font partie de la vie quotidienne, qui font qu'une personne va peut-être un jour se saisir du minimum, j'allais dire minimum vital, je ne sais pas si c'est le minimum vital, mais en tous les cas d'arriver à dire ce que je préfère, ce que j'aime, qui amènera probablement vers un oui-non. Mais dans un premier temps, je pense que c'est le j'aime, j'aime pas. Donc ça veut dire que nous, il faut qu'on ait des choses à portée de main. Nous, il faut qu'on en ait dans les poches, il faut éventuellement qu'on en ait dans des bananes, il faut qu'on en ait dans un porte-clés, il faut qu'on en ait éventuellement même dans un tablier, comme ça. Pourquoi pas, mais en tous les cas, qu'on en ait à disposition pour pouvoir le montrer. Ici, à Saint-Ouen, la psychologue qui m'a autorisé à vous montrer, à se montrer, eh bien, elle a un pictogramme j'aime dans la poche avec pour elle, que je ne me trompe pas de mot, le j'aime en braille pour qu'elle-même ne se trompe pas, pour pouvoir dire effectivement à un enfant, je pense que ce qu'on a fait, tu es content. Toi, je pense que tu es content. Par exemple, de faire ça et de montrer à l'enfant ce que nous, on interprète de son comportement, va probablement nous aider à l'amener à avoir des comportements d'affirmation et de négation, donc l'amener éventuellement vers le oui et le non, mais il y en a qui n'y arrivent pas vraiment, mais en tous les cas, l'amener à se sentir être, avoir confiance en lui-même, dans sa capacité à pouvoir dire ça. Alors dans les pictogrammes, évidemment, il faut faire très attention à la proximité et à la ressemblance, parce que si vous mettez ces deux pictogrammes-là l'un à côté de l'autre, eh ben, il faut avoir des sacrés bons capacités neurovisuelles pour arriver à les distinguer. Ces deux-là, c'est encore pire, franchement. Voilà, ça c'est les échelles de visage de douleur. Ils sont incompréhensibles, évidemment, enfin indiscernables par la plupart de nos enfants qui ont des problèmes de polyhandicap, et qu'il faut évidemment faire très attention de choisir des pictogrammes qui sont différents, et donc éventuellement ne pas hésiter, et ça je crois que c'est vraiment très important, à casser le mythe de il n'y a que tel code ou il n'y a que tel code, je prends que dans Arasac ou je prends que dans Makaton ou je prends que dans PCS. À mon avis, c'est une aberration à cause des problèmes de neurovisuels. Ça va au point de vue du temps, Catherine? Voilà. Alors j'insiste sur le fait que l'interprétation est toujours risquée. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, prenons des risques mesurés. Effectivement, on ne va pas leur demander maintenant si tu veux vivre tout seul dans un appartement ou voilà. Non, ça c'est trop risqué évidemment. En revanche, les odeurs de fraises ou les odeurs de Nutella sont intéressantes et bien d'autres choses dans la vie quotidienne sont intéressantes pour leur demander leur avis. Si on leur a donné l'occasion de donner leur avis fréquemment et depuis longtemps. C'est ça l'idée aussi, c'est on leur a donné l'opportunité de donner leur préférence ou leur avis. Donc l'interprétation est nécessaire, elle est forcément risquée. 5 minutes, moi je pense que ça va. En tous les cas, si on ne présente rien et qu'on ne fait que reconnaître oralement les expressions de la personne, eh bien quelque part, on est quand même, on sous-entend qu'elle a rien à dire, et on sous-entend que de toutes les manières, c'est nous qui pilotons la communication, et elle n'a pas le droit, enfin elle n'a pas l'opportunité justement d'initier un acte de communication. Donc je parle du oui-non là, et je pense que ça c'est important aussi. Le oui-non, non seulement c'est difficile de faire la différence entre ça et ça. Si on prend, ça c'était par les pictos, me semble-t-il, même si on les dessine à la main en vert et en rouge, ben quand même, ils se ressemblent. Et surtout, pour dès qu'ils ne se ressemblent pas du tout, j'ai quand même envie de dire que c'est très difficile d'arriver à dire oui pour une personne polyhandicapée à qui on dirait
on sort de chez le médecin, là, tu as bien compris que tu vas passer 3 semaines sur un chariot plat parce qu'on va t'opérer des tendons et que voilà, pendant 3 semaines, tu vas être allongé. Oui, j'ai bien compris, avec un silence, enfin, avec un sourire comme ça, c'est quelque chose de complètement inadéquat à la compréhension, enfin, je veux dire, à l'adéquation pictogramme et situation. Donc, quitte à insister sur le oui-non, prenez des choses complètement différentes mais bien distinctes, plutôt que de chercher à expliquer qu'on est content quand on dit oui, qu'on n'est pas content quand on dit non, puisque très souvent on est très content de dire non. Et ça, c'est vraiment important. Voilà, faire des choix, c'est évidemment important. Faire des choix, ça commence par 2 objets chez le tout petit. J'ai envie de dire, dans la vie quotidienne, il faut arrêter justement, pourtant j'ai entendu quelqu'un dire ça, j'ai arrêté, hors situation d'exercice, de redire, tu as choisi le nounours, tu es sûr que tu veux le nounours? Voyons voir, on va intervertir nounours et poupée. Voilà, non, ça c'est pas possible. Prenez le risque de dire, tu as bien choisi le nounours, ok, on prend le nounours. Sinon, on n'en finit pas de pas être, de vérifier, et la personne, et là je parle de témoignages de personnes qui parlent pour elles-mêmes, qui ne sont pas en situation de polyhandicap, des IMC qui ont vécu ça, et qui disent, mais j'ai passé mon enfance en IMP ou en classe à confirmer ce que je venais de dire. C'est très casse-pied et j'en ai marre. Parce que je suis claire quand je choisis l'objet de droite. Voilà, donc en revanche, en situation d'exercice, effectivement, présenter 2 objets convoités, présenter les 2 mêmes de manière inversée, mais en situation de test, vérifier, féliciter, ça c'est important. Introduire effectivement des photos, mais en situation d'exercice, pas dans la vie quotidienne. Il faut effectivement observer la personne quand elle est devant des objets, quand elle est devant des photos, quand elle est devant des pictos, mais pas dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, on observe. Et ça, Anne-Marie l'a bien évoqué. Et puis, augmenter les choix possibles, éventuellement, justement, pour proposer quelque chose de possible d'un point de vue ergonomique, aller vers une oh là là, j'en ai plus beaucoup, heureusement, hein. Aller vers une désignation visuelle qui permet effectivement d'aller au-delà du choix de tu veux ça ou tu veux ça. Parce que bien souvent, il y a autre chose. Donc, présenter une carte blanche, un carton jaune, un symbole, mais quelque chose d'autre. Et puis, pour aller vers des choix un peu plus subtils, essayez des cadres visuels comme ça, derrière lesquels vous vous mettez et avec lesquels la personne va désigner avec les yeux, si elle le peut, bien sûr, et puis bien sûr avec les mains si c'est possible. Hein. Mais je veux dire, c'est des situations qui permettent peut-être, là, derrière, de viser des nouvelles technologies, la commande oculaire et tout ça. Mais enfin, en tous les cas, là, on est dans des choses simples, hein, comme c'est ce genre d'outils bricolés, hein, c'est complètement des choses bricolées, mais qui permettent d'augmenter les choix possibles, comme chez cet adulte en situation de polyhandicap, qui effectivement, à peu près du jour au lendemain, a prouvé sa capacité à aller bien au-dessus de 2 pictogrammes, mais à montrer directement avec ses yeux, parce qu'elle avait une bonne commande oculaire, à montrer tout ça. Donc dans ces cas-là, si on arrive à des outils comme ça, eh bien évidemment qu'il faut imprimer recto-verso à l'envers. Ça devient compliqué, mais enfin les ergothérapeutes font ça très bien. Je suis ergothérapeute moi-même. Enfin, en tous les cas, dans la vie quotidienne, rester sur le risque du choix en ne proposant pas des risques insensés. Ne pas vérifier. Tu veux me remontrer? C'est bien ça que tu veux? Allez, oui, non, on inverse. Arrêtez ça dans la vie quotidienne. On le fait chez les orthos, en situation, on prévient, on fait des exercices, on prévient, mais on ne le fait pas dans la vie quotidienne parce que sinon, ils ne sont pas dans la situation de se reconnaître comme des acteurs. Et puis, confirmer ce qui est compris dans l'instant en disant « je pense que tu aimes, je pense que tu n'aimes pas », mais en n'allant pas trop dans la répétition, parce que Geneviève nous a bien montré que la répétition, c'est casse-pied. C'est vrai aussi. Voilà, donc je reviens sur les questions. Au tout début de la vie, c'est effectivement dire « j'aime, j'aime pas ». Un bébé sait exprimer « j'aime, j'aime pas », développer les opportunités,
avec des activités, avec le cahier de vie, dans des situations de repas, d'habillement, pour arriver à ce que la personne arrive à dire ce qu'elle pense de la situation. Et puis, savoir exprimer un choix binaire, ça vient après. Savoir faire des choix entre plusieurs, avoir appris à représenter des choses et des concepts au fur et à mesure que vous allez leur proposer des choses et des concepts, et éventuellement avoir des outils à disposition et un partenaire compétent pour arriver à dire et à être dans une situation de plus grande autodétermination. Je crois que j'ai fini. Voilà. Merci beaucoup pour cette toujours remarquable présentation, c'est clair. Ça paraît simple comme ça, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas tout le temps? Bien. Voilà. Non. Trêve de plaisanterie, je suis sûre que vous avez beaucoup de questions. On va venir vers vous. J'attends que les bras se lèvent. En attendant, moi, peut-être on peut tous rajouter une rubrique dans nos fiches de transmission, c'est celle sur l'olfaction. Parce que je n'ai pas souvenir qu'on ait mis quelque chose sur j'aime pas, tel parfum, tel aliment, enfin telle odeur. C'est peut-être un élément qu'on a tendance à oublier. Mais bon, ça c'est je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne crois pas que ça en fasse partie, justement. Et quand même, ça fait partie du confort de vie. Et nos jeunes baignent dans un univers olfactif qui n'est peut-être pas toujours charmant, on va dire. Bien, c'était pas franchement une question peut-être. Je vois pas de bras se lever, c'était trop clair. 0 question, c'est pas possible. C'était trop riche. Alors, une question sur cette question de l'habituation. Je ne sais pas si notre odorat, si notre odorat ne s'émousse pas à force de renifler, entre guillemets, excusez-moi, c'est-à-dire si on respire plusieurs fois la même odeur au bout d'un certain temps. Alors je ne sais pas comment ça s'appelle sur le plan neurologique cet effet-là, mais on ne ressent plus l'odeur. Il n'y a que les moustiques qui visiblement continuent à apprécier l'odeur de la sueur, mais sinon... Donc, je ne sais pas s'il n'y a pas cet élément-là aussi un petit peu dans le fait qu'au bout de la 5e ou 6e présentation, on ne sent plus. Alors c'est vrai qu'on doit pouvoir aussi prendre en considération cet aspect-là, c'est-à-dire une adaptation finalement des seuils du système qui, je dirais, qui se modifie si on est constamment durablement baigné en fait dans la même odeur. Maintenant, c'est vrai que là, on a enlevé, on a retiré et on a réintroduit. Donc, on était dans quelque chose qui était un peu différent de la situation où la personne serait restée durablement dans la situation odorante sur l'ensemble de la séquence. Maintenant, je profite aussi de rebondir sur les questions, en tout cas les remarques d'Elisabeth. Je pense que la répétition est importante. Donc, effectivement, l'habituation rend plutôt compte d'une diminution de l'attention et dans un certain sens d'un désengagement de l'attention quand la stimulation est présentée d'une façon répétée. Mais là, on voit bien dans un court temps, dans une courte période. Ça ne veut pas dire que si on réintroduit l'odeur de fraise 2 jours plus tard ou une semaine plus tard, l'intérêt initial de la personne pour cette odeur, disons, débutera au seuil le plus bas, quoi. Donc on sera de nouveau devant un intérêt qui va décroître si on représente plusieurs fois. Et je pense qu'en fait la répétition elle est très importante, surtout quand on veut travailler des associations comme c'est le cas entre par exemple une image et un objet ou une image et une situation. Là on a besoin de la répétition pour consolider ce lien et donc la création de cette boucle qui fait qu'il doit y avoir anticipation
lorsque l'image est présente, de la situation qui y est associée. Et je pense qu'on n'est pas exactement dans le même type de, d'opération mentale et d'habileté en fait cognitive. C'est-à-dire que dans le premier cas, on est sur une dimension attentionnelle. C'est vrai que l'attention se diminue si en fait on est exposé ou même si on est en contact de manière régulière avec la même situation. Mais néanmoins, en fait, la répétition est importante pour pouvoir faire des liens. Parce que s'il n'y a pas de répétition, on ne peut pas en fait relier d'une manière stable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire une prévisibilité. Si le lien se produit qu'une seule fois, on ne sait pas s'il est fortuit ou bien si effectivement ça va être un lien stable. Donc si le symbole est bien annonciateur de l'objet ou de l'événement. Donc c'est pour ça que c'est peut-être c'est deux contextes différents, mais il ne faut pas interpréter, conclure que la répétition doit être bannie, non, en aucun cas. On n'est pas dans les mêmes, on va dire, pas le même type en fait d'opération mentale finalement. Je me suis quand même dit en vous entendant que peut-être qu'il ne fallait pas non plus trop répéter. Ritualiser, je pense que c'est extrêmement important. Ritualiser, c'est cette possibilité effectivement de proposer t'es content, t'es pas content, tu aimes pas, tu veux pas, des choses comme ça. Les ritualiser parce que ça permet d'anticiper et de dire on va me demander mon avis, donc je suis dans la situation où je vais pouvoir faire quelque chose de mon autodétermination justement, mais point trop d'en faut. Comme tout. Alors, je pense qu'il y a quelque chose des fois de très intéressant, c'est quand on rompt, en fait, la séquence ou le lien d'association. C'est-à-dire que il y a des choses qu'on fait de façon très habituelle et très routinière et qui permettent de créer des anticipations et où la personne s'attend à ce qui va suivre. Et parfois c'est le hasard qui fait qu'on fait les choses un peu différemment et au fait la personne va s'attendre à l'événement suivant, mais voilà, soit on oublie de le faire, soit intentionnellement en fait, on fait une petite modification et programme. Et là, la manière dont la personne réagit est tout à fait instructive. Ça veut dire de la solidité de l'association qu'elle a faite et aussi parfois elle comprend en fait qu'on lui fait une farce. Ça veut dire qu'en fait, elle s'attend à ce qu'on fasse les choses d'une certaine manière, mais en fait nous on fait le pas de côté et ça crée en fait aussi cette surprise qui est aussi dynamisante et qui fait que il y a une sorte de partage de ce moment un peu inhabituel, disons. Voilà, et c'est le principe même de l'humour, hein, c'est le principe même en fait de ce qu'on appelle presque les gags, les situations inhabituelles. On a besoin en fait de casser parfois cette prévisibilité parce que ça nous permet en fait de prendre ce recul, de renouer. Oui, bonjour, merci pour ces belles présentations. En fait, je voulais savoir par rapport justement à cette habituation olfactive, est-ce qu'il y a une possibilité d'utiliser justement cette habituation pour démarrer une activité, par exemple, ou bien pour mettre en situation, par exemple, si je prends un enfant polyhandicapé qui doit aller dormir, qui est un peu agité, etc., est-ce qu'il y a moyen, comme mettre une musique par exemple, ou mettre une odeur particulière, l'habituer à ce genre de choses? Est-ce que ça fait aussi partie de vos recherches? Et est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été faites dans ce sens déjà? Pardon, ça c'est pour vous la question, et juste pour ne pas reprendre la parole après, pour Madame Catex, s'il vous plaît. Donc là, on parle d'enfants, de ce que vous avez présenté, d'enfants qui voient en fait, et d'enfants qui voient relativement bien. Donc pour le cas d'enfants qui voient moins bien, quelle serait en fait l'approche? Voilà, merci. Alors on n'a pas encore exploré d'une manière systématique
cette possibilité d'utiliser une odeur, par exemple, dans un contexte de réassurance ou au contraire d'endormissement. Mais je sais que c'est des travaux qui ont été menés avec d'autres publics, notamment le jeune enfance. On avait un projet avec un collègue de l'Université de Lyon d'observer ça dans un contexte qui impliquait des enfants avec troubles du spectre de l'autisme, notamment sur la régulation de certains comportements et des manifestations des fois de forte anxiété. Bon, ça n'a pas pu être financé, mais disons, je pense que c'est une piste. En tout cas, on pourrait l'explorer déjà sur le plan clinique empirique, et puis ça mériterait effectivement peut-être de fixer un objectif d'une recherche plus systématique qui impliquerait un plus grand nombre de personnes et peut-être des personnes de tous âges, avec aussi, et ça c'est peut-être le petit volet qu'on avait, sur lequel on a travaillé, mais qui lui aussi mériterait des développements, avec aussi l'utilisation d'odeurs familières et notamment de l'odeur qui est rattaché par exemple à la maison, au souvenir de la maison, en tout cas à la représentation de la maison. Donc odeurs familières, notamment dans les transitions. Je pense que ça c'est vraiment... parce que les odeurs sont un puissant évocateur de situations, de souvenirs, et ça peut être utilisé comme on utilise des objets transitionnels, en fait. Il y a l'objet, mais il y a aussi l'odeur qui pourrait être rattachée à un objet. Ça pourrait être le t-shirt du parent, le t-shirt du frère ou de la sœur, qui pourrait accompagner l'enfant pour faire la relation entre les mondes aussi. Oui, il y avait une question pour Elisabeth. Alors, moi j'avais une réponse, enfin je n'ai pas une réponse. Mais évidemment que pour des personnes avec difficultés neurovisuelles importantes, voire cécité, évidemment qu'il faut rester dans le tactile, et que donc dans le tactile, les objets réels sont une piste, mais les objets réels, ça nous fait un corpus de vocabulaire extrêmement mince, évidemment. Donc des signes qui seraient des signes encodés, des signes corporels qui seraient des signes encodés pour arriver à dire j'aime, j'aime pas, oui ou non, ou je veux pas, des choses comme ça qui sont extrêmement importantes. Donc typiquement le signe encore qu'on a vu en photo, ce signe-là, on sait que évidemment que des personnes avec polyhandicap peuvent faire des gestes comme ça et qui ne veulent rien dire, mais si avec l'observation croisée, avec l'association des familles, avec l'implication des professionnels, si on prend les mains de la personne et qu'on lui montre dans ses mains, on ose lui prendre les mains, s'il accepte de se faire prendre les mains pour lui dire c'est encore, t'en veux encore, etc. Et qu'on voit une répétition gestuelle, alors on peut construire un geste qui sera soit le geste officiel de encore, mais soit un autre geste, construire un geste avec la personne, co-construire avec la personne, un geste qui devient un signe, qui devient un encodage. Donc ça, c'est une chose par rapport à l'objet réel et puis à un signe. Il y a après la notion de petit objet. Ça, c'est avec Jacques Souriau au Crésam, à l'époque que j'avais vraiment appris ce continuum. Se dire que le lien métonymique qu'il y a entre une situation ou un objet est sûrement beaucoup plus, alors je vais m'expliquer, sûrement beaucoup plus pertinent que la miniaturisation d'un objet. On a tendance, nous, à se dire, si on met un petit cheval en plastique de Lego là, ou de Playmobil pour représenter l'équitation, ça va le faire. Ben non, parce que ça n'a rien à voir. Alors que si on va chercher un crin de cheval ou un bout de bourre de cheval qu'on va chercher avec la personne et qu'on met dans le tableau, dans le cahier de vie ou je ne sais pas quoi, là, ça peut beaucoup plus facilement faire signe, faire le lien avec les traces psychiques de la personne sur le cheval, en l'occurrence, là, que ce petit objet en plastique qui va peut-être être appris, mais qui va être appris avec beaucoup plus de difficulté que la métonymie, c'est prendre un bout
de la situation, à prendre un morceau du concept. Voilà, c'est un morceau du cheval, un morceau de l'équitation, ou un morceau de la piscine, ou un morceau de la toilette, un morceau pour représenter la situation, plutôt que de vouloir représenter ça de manière miniaturisée. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais de toutes les manières, c'est vrai qu'après, il y a évidemment, toujours dans le continuum, la possibilité de faire des pictogrammes en relief, mais là encore, les pictogrammes n'ont rien à voir avec les pictogrammes des banques que nous avons l'habitude d'utiliser pour des personnes qui voient à peu près bien et qui voient des systèmes comme Arasac, Makaton ou autres. Donc des pictogrammes visuels qui seraient liés, des pictogrammes tactiles, pardon, qui seraient liés à la sensation que peut avoir la personne de ce concept, et non pas à la sensation réelle, quoi, tactile, et non pas à l'image que nous on en a. Et ça, il y a des établissements qui travaillent vraiment là-dessus, et c'est intéressant. Mais le résultat, c'est vrai que c'est difficile de se dire qu'une personne avec polyhandicap, c'est une chose qui n'est pas du tout très très peu bilantée, on va dire. On ne sait pas la plupart du temps qu'est-ce qu'il en est de ses capacités de gnosie tactile, qu'est-ce qu'il reconnaît dans le tact, hein, dans sa main. Donc, qu'est-ce qu'il va reconnaître ces pictogrammes? Bon, bien sûr on peut aller vers des essais, mais probablement qu'on n'est plus dans le cadre du polyhandicap tel qu'on le définit au GPF. J'ai répondu à peu près à votre question. Et dans ce continuum aussi, mais c'est plutôt la réponse là, il y a la réponse que nous, on donne à ce qu'ils manifestent. C'est-à-dire le respect de leur choix. Oui, mais non, j'aime pas les épinards, c'est pas pour autant qu'on va arrêter de lui donner des épinards. Voilà, c'est un exemple, et je pense qu'ils sont confrontés à cette problématique tout au long de la journée. J'exprime mes choix, mais on ne les suit pas. Enfin, ça sera peut-être abordé demain. Il y avait une autre question, je crois, madame. Alors, c'est pas tant une question que juste apporter un témoignage qui fera le pont entre vos deux interventions, olfaction-communication, et qui peut-être amènera un élément de réponse. Là où je travaille, ce sont des enfants polyhandicapés. Certains d'entre eux ont des troubles visuels, des troubles auditifs et sont en position chandelier au niveau des mains. Donc du coup, on n'a pas accès au picto, on n'a pas accès à un langage corporel tactile, et ce qu'on a développé, ce sont les odeurs signifiantes. Et odeur signifiante, j'entends par là que pour indiquer à un enfant qu'on va l'emmener dans un lieu, on va la déplacer, on va faire sentir par exemple une odeur de citron, et cette odeur de citron, on va lui faire sentir avant, et ça va signifier, parce que c'est comme ça qu'on l'a déterminé, aller chez la kiné. Et la kiné, dans la salle de kiné, elle diffuse en permanence une odeur de citron. Et donc on a pu développer comme ça. Alors voilà, on est un peu dans la clinique du doute, hein. On disait ce matin, clinique du doute, on n'a aucune certitude, on n'a aucun moyen de pouvoir affirmer que cet enfant, elle repère ce qui se passe et ce qu'on lui dit par les odeurs signifiantes. Mais on est parti comme ça. Et puis du coup, l'herbe de Provence pour dire ça va être l'heure d'aller à la salle à manger, l'odeur du sac à main de la maman par un bout de cuir pour dire que tu vas rentrer chez toi, des choses comme ça. Donc voilà, c'était juste apporter ce témoignage. Alors si je peux me permettre, bien sûr que c'est très intéressant, mais là on est au niveau de l'information donnée, donc de la compréhension. Et ce vers quoi je voulais aller, c'est justement, bien sûr que c'est fondamental la compréhension, mais que je voulais aller vers la possibilité, l'ouverture vers l'expression, en essayant de donner soit des objets tactiles, soit des pictogrammes, etc. Aller vers l'expression, essayer d'aller vers l'expression. Alors, il y a quelques questions sur le chat, je crois. Il ne marche pas, alors j'arrive. Oui, merci. On nous pose des questions concernant... En fait, Madame Petitpierre a parlé de l'impact psychologique, par exemple la dépression pour les personnes anosmes. Qu'en est-il des personnes avec une respiration buccale, ce qui est le cas pour beaucoup de personnes polyhandicapées? Alors, je pense que l'olfaction ne passe pas uniquement, enfin, je dirais les voies olfactives prévoient 2 entrées possibles pour l'olfaction, donc la voie
rétronasale et la voie orthonasale. Donc effectivement, dans la voie orthonasale, les odeurs, ou en tout cas les molécules odorantes, rentrent par le nez et en fait, atteignent la muqueuse nasale directement après l'entrée par le nez, tandis que dans la voie effectivement rétronasale, eh bien en fait les molécules odorantes rentrent par la bouche. C'est souvent dans le cadre de l'alimentation, mais ça peut être éventuellement aussi via la respiration, peut-être d'une manière un peu moins efficace, une respiration buccale. Donc il y a clairement ces deux entrées qui sont possibles pour que les stimulations olfactives atteignent la muqueuse olfactive. Donc, je n'exclus pas, je n'ai pas d'informations plus précises sur cette situation, enfin ces situations particulières, mais je veux dire, je pense que ça n'exclut pas la possibilité d'un traitement olfactif.